Donc, je voulais remercier d'abord la Bergerie nationale, Catherine Chaperon, Sophie Singer, Christian Pelletier, etc., pour la logistique technique de cet événement, de ces rencontres. Et puis, avant de passer la parole à notre directrice générale, Isabelle Schmittlin, je voulais vous rappeler quand même, de manière assez succincte, le programme de la journée. Donc, nous avons en première partie de 10 heures, après donc l'allocution de Isabelle Schmittlin, de 10 heures à 11 heures, nous aurons un premier module sur les conditions d'emploi des DEA-DAT, avec des interventions qui sont précisées là dans le PowerPoint, notamment sur donc Isabelle de Franqueville, Cédric Montesino, Laurence Perse-Philippou et moi-même. À 11 heures, nous ferons une pause et donc ce qui nous permettra, Espérance Brendley et moi-même, de noter les questions que vous aurez posées dans le chat et donc d'en faire une synthèse pour la séquence d'après où Jean-Pierre Baudin, la parole sera donc distribuée auprès des DEA-DAT et c'est Jean-Pierre Baudin qui introduira la séquence sur la séquence concernant le Covid. Donc nous aurons une phase d'échange ensuite qui partira donc de la pause, c'est-à-dire 11h20, jusqu'à 12h30. À 12h30, nous ferons une pause, la pause déjeuner, et on reprendra donc l'après-midi avec 3 modules. Le module 2 qui portera sur la transition agroécologique et la reconception, avec donc 3 ou 4 intervenants. Les personnes, ensuite, sur la sortie du glyphosate avec Philippe Cousinier et Hervé Durand, et donc 2 intervenants notés dans l'ordre du jour. Et le module 4, à partir de 16 heures, il y aura une pause entre le module 2 et le module 3. Donc le module 4, c'est la loi Egalim. Voilà pour le rappel du programme. Et donc, je peux passer la parole maintenant à Isabelle Schmittlin, notre directrice générale. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne sais pas combien vous êtes, mais j'imagine que vous êtes nombreux. Donc, je suis contente en fait de venir en introduction à ce séminaire, dont je sais que c'est un séminaire en fait dont le principe avait été acté en fait lors des dernières rencontres nationales à IFTO en 2019, et le principe d'une réunion en fait tous les 2 ans en séminaire de l'ensemble des directeurs des exploitations ce principe de réunion avait été acté. Donc moi, ce que je voudrais vous dire en fait, je voudrais vous passer quelques messages avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point les exploitations dans les lycées agricoles publics sont à la fois des spécificités de nos établissements, mais sont aussi une grande valeur pour nos établissements. Elles servent bien évidemment à la pédagogie, mais elles servent aussi, et vous le savez plus que tout autre, elles servent de modèle en fait pour conduire à la fois l'expérimentation, l'animation et la diffusion des savoirs au sein des territoires. Et en ce sens, on a besoin de vous, vous avez besoin on a besoin de l'apport de ces exploitations agricoles. Je sais que vous êtes un peu particulier dans les EPL et que parfois, effectivement, par rapport aux autres centres, les exploitations agricoles sont un peu particulières, et elles ont été tout à fait particulières, en particulier dans la crise Covid. Et je sais à quel point, pendant cette crise, en fait, à la fois à mobiliser les personnels en fait, et les directeurs des exploitations, puisqu'on vous a demandé au même titre en fait que les autres exploitations au niveau national, de continuer à produire pour celles qui produisaient des produits destinés à l'alimentation, que ce soit l'alimentation humaine ou l'alimentation du bétail. Qu'on vous a donc aussi, vous avez fait partie en fait de ces travailleurs de la première ligne, vous et les personnels que vous encadrez.
Je sais aussi que pour d'autres, ça a été plus compliqué, notamment sur les exploitations, les exploitations horticoles, et que pour le coup, là, c'était d'autant plus compliqué que les exploitations ne pouvaient pas bénéficier des aides qui existaient pour les exploitations du domaine concurrentiel. Alors, sachez qu'on s'est battu, hein, vous le savez, j'espère, pour essayer de faire émarger les exploitations des lycées agricoles aux aides de l'activité partielle. Malheureusement, on a été arbitré contre nous par le ministère des Finances, puisqu'ils n'ont décidé d'accorder ces aides qu'aux établissements publics qui avaient un statut d'EPIC et pour lesquels l'activité en fait privée, entre guillemets, correspondait à plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc, c'était absolument impossible d'émarger à ça. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on ne s'est pas préoccupé en fait de la situation en fait des établissements et plus particulièrement des exploitations agricoles, puisqu'on a conduit en fait une analyse extrêmement poussée en fait de la situation financière des établissements, dont la santé financière de certains a été remise en cause effectivement par les chiffres de l'exploitation agricole, et que toutes ces données, et je vous remercie parce que vous y avez certainement contribué, toutes ces données nous ont permis de porter en fait une demande au niveau ministériel et au niveau interministériel, et qu'on a pu obtenir dans le cadre de la loi de finances rectificative un budget qui va nous permettre de venir en aide aux établissements qui sont les plus fragilisés. Alors, on a conscience aussi quelque part que ce n'est pas une fin, enfin, ce n'est pas pour solde de tout compte, parce que la situation continue à être difficile pour certains établissements, et donc on va continuer à porter des demandes pour 2021 pour venir en aide à ceux qui se retrouveront dans une situation difficile dans les mois à venir. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc c'était la première chose que je voulais vous dire sur le Covid. Merci pour vos investissements. Désolée qu'on n'ait pas pu répondre favorablement à la question du chômage partiel. Mais dernier point, on essaie quand même de trouver des palliatifs pour pouvoir compenser les pertes d'exploitation liées à cette crise. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le PA2. Et le PA2, donc enseigner à produire autrement, deuxième volet. Dans ce programme, dans cette ambition qu'on a pour l'enseignement agricole et au-delà, en fait, que le ministre a pour l'agriculture française, les exploitations des lycées agricoles ont un rôle essentiel à jouer. Vous savez je sais, et ça m'a été dit par les services, à quel point d'ores et déjà vous êtes en avance de phase par rapport au reste en fait des exploitations agricoles, puisqu'on a quand même une augmentation. Il y a plus de 74% de la surface agricole utile qui est en agriculture biologique dans nos établissements, dans nos exploitations, 70 qui sont dans l'Observatoire de la biodiversité, 44 qui sont dans des GIE, mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller notamment vers le zéro glypho. Vous savez qu'il y avait un affichage qui avait été fait, une sortie totale de nos exploitations du glypho pour la fin 2020. Je pense que c'est un peu raté, mais on va essayer. Le ministre a nommé Hervé Durand, qui est un ancien DRAF et qui connaît bien l'enseignement agricole, sur ce sujet du glyphosate et de la sortie du glyphosate. Et je sais s'il ne l'a pas fait, il va le faire dans les prochaines semaines. Il va approcher notamment les exploitations qui sont le plus en retard par rapport à cet objectif glyphosate. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais justement parce que ce n'est pas simple, le rôle notamment d'Hervé Durand, ça sera d'identifier en fait quels sont les facteurs en fait limitatifs ou bloquants pour pouvoir aider les exploitations agricoles à aller vers la sortie du glyphosate. Donc ça, c'est très important. Donc on a une ambition pour les exploitations agricoles et on compte sur vous effectivement, même si c'est compliqué, parce que c'est compliqué pour les exploitations privées, mais on sait aussi que c'est compliqué pour vous, puisque les exploitations des lycées agricoles sont des exploitations comme les autres, et elles doivent l'être si elles doivent servir effectivement à la fois de modèle, mais aussi de support de formation pour les nouvelles générations d'exploitants agricoles. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre du plan de relance, la DGER s'est mobilisée et a obtenu pour le coup l'éligibilité en fait des exploitations des lycées agricoles à tous les dispositifs d'investissement. C'est-à-dire, vous savez que vous aviez été écarté notamment des pulvérisateurs dans le cadre des aides de France Agrimaire sur les
sur l'adaptation des pulvérisateurs. Là, dans le cadre du plan de relance, et je vous invite à regarder véritablement tous ces dispositifs, tous les dispositifs d'investissement, vous y êtes éligible. Donc, il faut absolument y aller. Et notamment, c'est tout un tas d'investissements pour pouvoir aider à la transition agroécologique. Donc, je vous invite à vous inscrire dans ces financements. Alors, il y a une part, en fait, d'autofinancement qu'il faudra trouver, mais il faudra bien évidemment regarder ça avec les directeurs, vos directeurs d'établissement, mais il faut véritablement s'inscrire là-dedans et je compte sur vous là-dessus. La dernière chose que je voulais vous dire aussi sur EPA2, c'est que j'ai eu l'occasion la semaine dernière de parler en fait devant les DDPP et les DDCSPP, directeurs de la protection des populations et de la cohésion sociale, pour ceux qui ont aussi ce volet-là. Et j'ai rappelé, en fait, qu'effectivement, un peu le positionnement de vos établissements et de vos exploitations, je sais que vous êtes soumis à des contrôles de leur part, mais vous avez quand même un statut particulier et il faut qu'en fait, ces directions départementales de la protection des populations, au-delà des contrôles auxquels vous êtes soumis et qui sont les mêmes contrôles pour les restes des établissements, qu'ils puissent vous accompagner et qu'ils puissent surtout anticiper des éventuels problèmes et nous les faire remonter quand il y en a. On a eu un problème, pas dans une exploitation agricole, mais dans un atelier technologique sur des problèmes de salmonelle il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut absolument que ça nous remonte. Pareil sur les aspects bien-être animal, il faut que les choses nous remontent au moins à la DRAF, au service de la formation et du développement, qu'il y ait des voies de sortie ou de réponse qui soient données par rapport à des situations compliquées. Voilà, donc ça c'était très important. Après, la dernière chose dont je voudrais parler, parce que bien vous allez me dire tout ça, vous nous dites c'est bien, on fait tout ça, on travaille beaucoup et tout ça, mais nous on manque de reconnaissance, et notamment votre fonction de directeur n'est pas valorisée à la hauteur de vos attentes. Donc je sais et vous savez qu'il y a un travail sur le RIFZEP. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a demandé et on remercie le service des relations humaines d'avoir bien voulu participer à cette réunion. Et ça va être notamment un des deux sujets qui seront abordés ce matin pour voir comment, effectivement, reconnaître cette balance et cette fonction que vous remplissez. Et je sais que je suis allée au moment de la rentrée scolaire à Montargis notamment, et j'ai rencontré en fait la directrice d'exploitation. On a discuté pas mal, j'ai vu tout le travail qui a été fait, j'ai vu aussi une très belle exploitation. Et à cette occasion-là, j'échangeais avec elle et je disais, et je constatais en fait avec satisfaction que dans les sorties des ingénieurs, les IPEF, il y en avait 2 cette année qui avaient choisi en fait d'aller dans les exploitations agricoles. Et je trouve que c'est un signe, mais véritablement, je trouve que d'abord que c'est un enrichissement en fait pour leur parcours professionnel que d'avoir commencé en fait et de commencer dans une exploitation agricole, parce que tout au long de leur parcours, ils pourront parler en connaissance de cause par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu, alors que trop n'ont une connaissance que livresque ou académique en fait de la réalité des exploitations agricoles. Eux seront crédibles. J'en parle avec d'autant plus de facilité que moi-même, en fait, j'ai commencé ma carrière comme vétérinaire en abattoir. Je peux vous dire que ce n'était pas une sinécure au départ, mais que ça me sert quasiment tous les jours par rapport à des gens qui, en face de moi, disent des choses qui ne sont pas forcément vraies ou comment dirais-je, qui rapportent en fait des propos ou des idées qui ne sont pas conformes à la réalité. Je pense qu'en ayant vécu ce que j'ai vécu, je suis crédible en revanche dans les propos que je porte. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Je sais que vous avez un ordre du jour qui est extrêmement chargé. Je voulais donc en conclusion vous redire tout le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de rester un peu au début, au moins pour écouter notamment le SRH par rapport à ce sujet qui est un sujet important pour vous. Les attentes que nous avons vis-à-vis de vous par rapport à la transition agroécologique, au rôle de modèle que vous devez porter, à l'attention qu'on a par rapport à votre travail. Voilà, merci encore pour tout ce que vous avez fait pendant le Covid et malheureusement ça continue un peu. Et sachez qu'en tous les cas, nous on a conscience du travail que vous faites et en tous les cas on porte vos demandes en fait auprès à la fois du ministre
et de l'interministériel. Voilà, et puis je vais terminer mon propos pour remercier effectivement la Bergerie nationale de Rambouillet pour organiser effectivement en fait la logistique en fait de ce séminaire. Merci beaucoup à eux d'avoir bien voulu assurer cette logistique pour ce séminaire. Voilà, j'espère avoir rien oublié, mais comme Luc est là, si jamais j'ai oublié des choses importantes, il le dira. Mais voilà. Et puis, de toute façon, tous les collaborateurs vont pouvoir aussi contribuer à ces échanges. Alors, peut-être qu'avant que on rentre dans le vif du sujet, peut-être que vous avez peut-être une interpellation à m'adresser directement, auquel cas je suis à votre disposition. Merci pour votre prise de parole. C'est vrai que nous avons du temps avant que la seconde partie commence. Du coup, ce qui n'était pas prévu, il peut peut-être y avoir un échange direct avec des personnes qui souhaitaient prendre la parole. Je ne peux pas voir tout le monde, mais peu importe, prenez la parole. N'oubliez pas de mettre votre micro si vous avez l'intention de poser une question pendant que Madame Schmittler est encore avec nous. Pascal, j'ai noté dans le chat une question qui tourne autour du rôle avant-gardiste et d'innovation des exploitations de nos lycées, avec peut-être une position un peu délicate, parce que par rapport au territoire, ils peuvent être parfois assez en avance en termes de progrès et d'innovation, en termes de nouvelles techniques, si bien que ça peut les mettre parfois en porte-à-faux par rapport au territoire. C'est en tout cas une des réflexions que je lis dans le chat. Alors, moi, j'ai conscience de ça. Hein. J'ai été DRAF en région centre pendant 6 ans, et à une période où l'agroécologie n'était pas forcément, était pas forcément aussi sexy que ça par rapport à toute la profession agricole. On avait une proportion de gros céréaliers qui n'y croyaient pas du tout, et donc c'était difficile de les faire bouger. Et je sais qu'en fait, ces agriculteurs et ces représentants de la profession agricole, et c'est une bonne chose en fait, sont présents dans les conseils d'administration. Ben, c'est un peu notre rôle. Alors, c'est moins peut-être au rôle des directeurs d'exploitation, mais plus au rôle des DRAF, en fait, qu'il faut mobiliser là-dessus pour pouvoir convaincre, en fait, les représentants de la profession agricole de l'importance de pouvoir avoir dans nos exploitations agricoles une phase d'avance. On forme en fait les agriculteurs de demain, hein, donc pas ceux d'aujourd'hui. Et donc, voilà. Alors, la difficulté, effectivement, c'est qu'aussi, la difficulté et la force, c'est qu'on a des jeunes en face de nous, que les jeunes, en fait, je diviserai en 2 parties. Alors, vous allez dire si je dis des bêtises, mais il y a ceux qui s'inscrivent complètement, qui sont issus d'une famille d'agriculteurs, qui s'inscrivent complètement, en fait, dans le prolongement de ce qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, et qui ont du mal, en fait, à remettre en cause, voire qui critiquent un peu les évolutions qui pourraient être celles qui sont portées par leur enseignement et par les exploitations agricoles. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, sont en opposition, effectivement, avec le modèle dominant et rejettent, effectivement, tout ce qui correspond à ce qui, selon eux, est une vision passéiste, en fait, de l'agriculture. Et donc, entre ces 2 visions caricaturales, il faut trouver la voie de la transition et de l'accompagnement en montrant qu'effectivement, du passé, il ne faut pas tout jeter, mais il faut revenir par contre aux fondamentaux qui sont les fondamentaux agronomiques, les fondamentaux de l'élevage, pour pouvoir regarder comment, tout en prenant en compte en fait les résultats économiques, puisque c'est ceux qui vous permettront de dégager des moyens pour pouvoir avancer, comment trouver une voie pour aller dans ces transitions. Mais j'ai conscience que c'est complexe et que ce n'est pas forcément facile. J'en profite pour poser une question qui est marquée par Christian Pelletier de la Bergerie. La question des apprentissages grâce à l'exploitation est cruciale, de comment on les amène à raisonner davantage en prenant en compte leur représentation obstacle. C'est autre chose que de simplement leur montrer des choses aussi intéressantes soient-elles. Je parle des apprenants, bien sûr. Est-ce que, au regard de votre passage à la DGER, vous avez des choses qui font
que ça vous intéresse de voir ce lien, d'une part, entre bien sûr la pédagogie, notre raison d'être, et d'autre part, évidemment, ce centre constitutif que sont les exploitations et les chefs d'exploitation et les ateliers. Mais là, je ne vois pas effectivement le sens de la question, parce que, ou alors, enfin, moi je suis persuadée, si vous voulez, que l'exploitation agricole doit être en fait un support de pédagogie et que ça ne doit pas être enfin, les apprenants, que ce soit des apprentis, que ce soit des jeunes en formation initiale, doivent être complètement, ne doivent pas être qu'observateurs. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'ils comprennent pourquoi, il faut qu'ils interpellent, qu'ils interfèrent, qu'ils échangent. Donc, je ne vois pas trop, j'ai mal compris le sens de votre question. La question des apprentissages grâce à l'exploitation est cruciale, mais comment on les amène à raisonner davantage? Moi, je pense que c'est en échangeant entre vous que vous avez des réponses, parce que c'est vous qui êtes au cœur de vos exploitations, qui êtes au cœur de vos établissements, qui participez, il faut que vous participiez en fait aux équipes pédagogiques. Je suis sûre que vous êtes insérés dans la plupart des équipes pédagogiques, et c'est à voir avec les autres enseignants comment effectivement vous pouvez faire le lien entre la théorie et la pratique, comment vous pouvez, au travers d'un certain nombre de projets, qui soient des projets peut-être un peu plus horizontaux, les rendre plus actifs de leur formation sur ce volet avec le support de l'exploitation. Dominique, as-tu repéré des choses qui seraient intéressantes à remonter auprès de Madame Schmittlin? Non, rien de plus, non. Il y a une question. Si je peux me permettre, Jean-Pierre Baudin, donc bonjour Madame Schmittlin. Donc concernant ce que vous avez évoqué dans votre intervention en tout cas, donc sur les différents points, c'est vrai que vous l'avez bien souligné. Je pense que pendant la première vague, on va dire, de la crise Covid, eh bien les exploitations ont très bien réagi, et notamment avec un investissement massif de leur directeur de centre. Donc ça, effectivement, on a évoqué très rapidement après les suites, et on pourra en reparler tout à l'heure avec EDC, notamment par rapport à l'après-Covid. On vous fera également une restitution d'un petit sondage qui a été réalisé par l'association à ce sujet. Bon, néanmoins, on voit que malheureusement, cette période continue aujourd'hui et qu'on travaille encore dans des conditions compliquées. Sur la partie enseigner à produire autrement, effectivement, les exploitations, en tout cas, sont plutôt motrices dans cette dynamique, puisqu'on a vu quelquefois que la difficulté aujourd'hui, peut-être au niveau des EPL, consiste à rallier aux exploitations et aux ateliers les enseignements, qu'ils soient en formation initiale scolaire ou apprentissage, dans ce plan, donc EPA2. Enfin, vous avez évoqué donc les contacts avec les autres services du ministère de l'Agriculture, en particulier lorsqu'il s'agit des contrôles sur les exploitations et sur les ateliers. C'est un point qu'on avait évoqué ensemble. Et ça, je vous remercie effectivement de bien l'avoir pris en compte, parce que je crois que c'est important pour nous, en termes de travail, de montrer effectivement une exemplarité dans nos centres techniques, et qu'on doit travailler avec ces services en bonne intelligence. Parce que cette exemplarité, elle est à montrer au niveau du ministère dans son ensemble, et pas seulement au niveau des centres constitutifs sur le terrain. Voilà. Et puis sur la partie reconnaissance, bon, vous le savez, donc il y avait un plan qui a été démarré il y a quelques années. Eh bien, on pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, avec les services EDC, notamment, et SRH, sur les aspects qui ont été réalisés, puis sur ce qui reste encore peut-être à mettre en place. Voilà. En tous les cas, je sais qu'ils vont vous en parler, et soyez convaincus, en fait, de l'intérêt qu'on accorde à ce plan. Voilà. Alors, on n'a pas toujours les moyens, vous voyez, comme j'ose dire, des fois, la plus belle fille du monde, elle donne que ce qu'elle a. Donc, en tous les cas, on se mobilise effectivement, et on est conscient en fait de l'importance de mettre en œuvre ce plan. Merci encore d'être intervenu pendant cette demi-heure.